Et arrive donc la période Marc Keller. Ouais, donc l'arrivée de Marc, d'abord juin l'année dernière, avant l'arrivée de Marc, je suis en contact étroit avec Monsieur Greff, parce qu'il est dans les potentiels repreneurs du club. À ce moment-là, il n'y a même que lui. Et je ne sais pas que Marc est approché par la ville pour essayer de trouver un pôle d'investisseurs. Vous n'aviez absolument Non, rien non, su. non, 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 non. Marc, je pense, en fait, c'est pas que je pense que Marc l'a pas fait parce qu'il savait, lui, que j'étais avec Monsieur Greff. Et il pouvait pas me mettre dans la confidence et moi jouer un double jeu avec Monsieur Greff. Donc je suis pas au courant. Et Marc me l'annonce la veille de la publication dans les journaux, quoi. Et c'est dommage parce que j'avais raté l'un ou l'autre joueur. Parce que dans le recrutement, j'ai pas pu faire de recrutement, c'était impossible. Le club c'était reparti, c'était le bordel. Hein. Je veux dire, en juin 2012, on est en CFA, mais dans le même bordel qu'un an avant. Tu te dis, ben putain, en termes d'image et d'impact, c'est un truc de fou, quoi. Et donc là, j'avais ciblé un seul joueur que je voulais absolument, c'était Julien Perrin. Je le voulais parce que on était beaucoup dans l'attaque placée l'année d'avant. Et comme David dézonnait beaucoup, je voulais quelqu'un dans la boîte qui me marque les buts de la tête. Et donc j'appelle Julien Perrin. Ma chance, c'est que il y avait juste Lyon-la-Duchère qui était dessus, d'où il venait, et qui lui proposait plus d'argent que moi. Mais il y avait surtout un contrat qui était encore en cours à Besançon, il n'était pas en fin de contrat. Et, mais un club qui était en train de vivre la même situation que Strasbourg, un dépôt de bilan. Donc il suffisait pour moi d'être patient, ce qui me tombait bien, parce que je ne savais pas qui serait mon patron. Et donc Marc m'appelle pour me dire, voilà, à partir de demain, on est un groupe d'investisseurs à reprendre. Il ne me pose pas la question de savoir si il a intérêt à le faire ou pas, si ça m'embête ou pas. Et il fait bien, parce que sinon je lui aurais dit de pas le faire. Je lui aurais dit de pas le faire parce qu'il arrive en payant le déficit de l'année de CFA2, alors qu'il ne fait pas la fête de la montée, il n'a rien à voir. Et il va mettre avec ses copains l'argent pour qu'on puisse ne pas avoir de déficit en CFA, alors qu'à ce moment-là, la probabilité de montée de CFA nationale, elle est minime. Parce que c'est dur. Parce que tu as Grenoble dans le groupe, parce que tu as Lyon-la-Duchère, parce que tu as Mulhouse qui va vouloir te taper, parce que tu as Raon-l'Étape qui l'année d'avant avait filé en boulet de canon, parce que monter de CFA à national, c'est terrible. C'est terrible. Et le passé de Mulhouse le montre. Je me dis là on peut se planter, quoi. Et donc ça m'embête parce que Marc vient en finançant l'année d'avant, en finançant celle-là, en prenant de gros engagements auprès des politiques, en créant un élan autour de lui de sympathie ou de, je sais pas, il fédère autour de lui. Beaucoup de gens font le choix de mettre l'argent. Et moi je me dis putain. Ça aurait été plus simple qu'il commence ça en CFA2 parce qu'on aurait été sur une montée avant de s'attaquer à la CFA. Parce que je pensais vraiment qu'il nous faudrait 2-3 ans, sincèrement. Je pensais qu'on pourrait aller en Ligue 2 en 5 ans, mais je pensais qu'il nous faudrait 2-3 ans pour monter de CFA national avec la grosse angoisse que j'avais, c'est là que les gens se lassent, quoi. Il y a un tel élan de supporters, de sympathie. Enfin, il y a un truc de fou qui se crée autour de ce club-là et que tu veux pas empêcher de progresser en ne montant pas, quoi. Et vous savez très bien, tout le monde est comme ça, si au bout d'un moment tu ne montes pas, les gens se lassent, c'est logique, quoi. Et donc il faut réussir. Il faut réussir et c'est, à mon avis, pas nous qui avons à ce moment-là le meilleur effectif, quoi, pour le faire. Et pas la stabilité. Enfin, on a l'inconvénient et les désavantages avec Grenoble énormes de venir de la CFA2. Et je ne pense pas que de venir de la CFA2, c'est le meilleur moyen de préparer le championnat de CFA pour monter, quoi. Et effectivement, Grenoble et nous, on a un cycle aller qui est difficile, quoi. Voilà, enfin voilà. Oui, donc après, bien sûr, sont arrivés le mercato et trois pioches extra Voilà, on sait qu'à Noël, on a plus que peu de chance d'être au bout. Qu'on a un mois de janvier qui peut faire que le championnat s'arrête fin janvier. Comme un peu les 2 derniers mois, notre mois de janvier ressemble aux 2 derniers mois, quoi. Et là, on a un mercato d'hiver à ne pas rater. Je crois pas que sur les 2 mercatos d'avant, je m'étais planté. Dans le choix des joueurs, j'ai été assez heureux au moment du redépart en CFA2 et au moment où il faut renforcer
en CFA. Et là, Marc me fait confiance et je lui donne 3 noms. C'est vraiment les 3 qu'on voulait. C'est-à-dire qu'on voulait... Enfin, j'avais ciblé Gauquelin, on avait ciblé Sabot, et j'avais dit, il y a un coup à faire avec Yann Bénédicte. Mais qui n'était pas une priorité à ce moment-là. Heureusement qu'on l'a fait. Mais donc, on arrive à faire les 3, alors que Sabot, par exemple, est venu chez nous pour rien. Alors qu'à Mulhouse, il avait un pont d'or pour y aller. Et au dernier moment, il vient visiter. Donc, entre Noël et Nouvel An, tu mets un peu de côté les fêtes de famille, parce que c'est important d'accueillir le joueur, d'accueillir son père, d'aller au restaurant, de prendre le temps de discuter pendant 2 jours, et de faire la même chose avec Guillaume, qui avait besoin en plus d'une visite médicale parce qu'il sortait d'une blessure pendant sa période d'inactivité au mollet. Et il faut voir les parents à Yann, il faut voir Yann pour leur expliquer que je veux que le gamin vienne, mais que j'ai pas d'argent et qu'en plus il sera pas sûr de jouer parce qu'il y a des joueurs qui sont là depuis plus longtemps et qu'il vient de faire 1 an et demi sans jouer ou en DH. Et là, Yann est super parce qu'il baisse son salaire de moitié. Reims prend à moitié la charge et nous 0. Et il accepte de venir en me disant, écoute, je préfère bosser avec toi et être éventuellement de temps en temps en DH à Strasbourg plutôt que de l'être à Reims et être au placard. Et donc là, premier match, deuxième match, et boum, il y a quelque chose qui se crée, quoi. Voilà. Vous avez eu de gros moments de doute, hein, je pense, quand même. Ouais, la saison a été pénible. Ouais. Alors, Moulin, pour moi, j'ai eu 2 moments très forts de doute. Où j'ai été affecté, ça a été Nancy et Moulin. Nancy parce que je m'y attendais pas. Et Moulin parce que ça arrivait au mauvais moment, quoi. Et parce que tu es Strasbourg et que tu en prends 4 à domicile. Et sa réunion, ça a été un traumatisme pour vous et pour tout le monde. Et ça a été un choc pour moi de voir comment les gens ont vécu ça, quoi. C'est-à-dire que moi, sa réunion, j'y vais avec une équipe qui est pas bien. On n'est pas bien à ce moment-là, on est dans le dur. Putain, on est en plein doute. On vient de se faire poignarder par Iser en faisant une première mi-temps de folie contre Iser. On fait une entame de match peut-être la meilleure de toute la saison. C'est ce qu'on veut pour mettre le coup de poignard et on se prend 2 contre qui nous tuent, quoi. Voilà. Et là, on va à sa réunion et j'ai la sensation que putain, les joueurs, ils y sont, quoi. Ils bossent la semaine. Les gens devraient voir les joueurs travailler la semaine, quoi. Je dis à ma femme, écoute, t'inquiète pas, ils y sont. Ils sont super, les joueurs. Ils bossent super bien. On fait l'échauffement à sa réunion. Les mecs, ils y sont. Concentration maximale. La même qu'avant Grenoble, la même qu'avant Raon, quoi. Et on n'accouche de rien, quoi. Parce que moi, j'ai été joueur et à ce moment-là, ce qu'ils vivent, je le vis jusque dans mes entrailles, quoi. Ça va pas. Et en plus, dans notre malheur de ne pas être bien, à ce moment-là, tu as besoin d'un petit coup du destin, quoi. Parce que tu as souvent des périodes où ça va pas. Je veux dire, c'est Hubert Fournier qui va avec Reims à Nancy et qui, s'il perd, il saute, quoi. Et ben à ce moment-là, l'équipe perd 1-0 à la mi-temps, ils ne trouvent plus les mots à la mi-temps pour rechanger les choses. Et tout d'un coup, le destin s'en mêle et ils gagnent 2-1. Et nous, on est à sa réunion et le destin nous enfonce, quoi. Putain, là, j'ai l'impression de me dire, non, le club est maudit. On a un but qui est valable, qui est refusé. Perrin, oui. Et sans être bon, on ne concède pas d'occasion. Je veux dire, sans être bon, on doit faire 0-0 et le but est refusé, il devrait l'être. Et ils marquent sur la seule occasion qu'ils ont à 5 minutes de la fin, là où tu n'as plus le temps de réagir, quoi. Et là, je me dis, voilà, c'est dur. Là, c'est dur parce que je dois assumer tout seul. Je vois Marc qui n'est pas bien parce qu'il prend des coups. J'entends les supporters qui commencent à gueuler. Enfin, j'ai pas un sentiment de trahison, mais un sentiment d'abandon. Un fort sentiment d'abandon avec Marc qui est affecté parce que y a beaucoup de gens qui l'ont suivi et beaucoup de gens qui commencent à douter, quoi. Et moi, c'est ça moi, j'ai un gros sentiment d'abandon et je suis très affecté par rapport à ça, pas par rapport aux résultats. Je vous assure, j'ai été joueur. Ce que les joueurs vivent, moi, je l'ai vécu, quoi. Et donc, à ce moment-là, j'ai pas peur. Franchement, j'ai pas peur. J'ai pas peur des joueurs. J'ai pas peur de notre capacité de réagir. Mais par contre, j'ai peur de tout ce qui se passe autour. J'ai dit, putain, voilà pourquoi Strasbourg se part en brioche depuis 20 ans, quoi. Voilà. Parce que tu peux pas vivre ça sans que ça parte dans tous les sens, à l'extérieur, dans les journaux, je veux dire, le lendemain, le lundi, je vais à l'entraînement, on a la tête dans le cul, mais
j'ai pas le temps de fermer la voiture, ou j'ai pas le temps d'aller sur le terrain, que les journalistes sont déjà là, quoi. Je dis, putain. Et effectivement, quand j'en parle avec tous les entraîneurs au DEPF qui sont en Ligue 2, je veux dire, vous imaginez pas. Mais en Ligue 2, à Angers ou à Niort, ils vivent pas ce qu'on vit à Strasbourg. C'est impossible. Et donc là, la gestion est plus une gestion extérieure qu'interne. Parce que moi, les joueurs, j'y crois, il n'y a pas de souci. On passe par là, c'est pas grave, on passe par là. Et donc, qu'est-ce qu'on joue après ça? Je ne me rappelle plus. Je crois d'abord un match qui est peut-être remis contre Lyon-la-Duchère, et après on joue Sedan ou l'inverse. Et peut-être Sedan est un petit mini déclic parce qu'on fait un gros match à 10 contre 11. Avec un but qu'on ne doit pas prendre, mais Zeeman à ce moment-là a 2 mois de trou où c'était pas l'aider que de le laisser sur le terrain, quoi. Et on joue pratiquement notre vie. Pour moi, la première fois qu'on joue notre vie cette année, ça a été à Belfort. Je pense que si à Belfort on ne gagne pas, les vacances nous font trop de mal, quoi. Et à Belfort, on gagne, pour moi, logiquement, on fait un gros match. Et c'est un match où on peut faire match nul à 5 minutes de la fin, de nouveau, sur une erreur de main de Zeeman, qui, à ce moment-là, je dirais, les erreurs de Zeeman, à ce moment-là, et son regard, c'est un appel au secours, quoi. Et donc, et donc, après le match, j'entérine. En fait, après le match de Sedan et l'erreur de main qu'il fait sur la frappe, et je vois dans quel état il est méconnaissable, quoi. Il est à 10% de son potentiel. Je fais le choix de rappeler Guillaume, que j'avais déjà eu au téléphone, et de lui dire viens. Donc Guillaume, ça date de septembre, Vauve se blesse. Quand il se blesse, j'ai mon côté affectif et formateur qui reprend le dessus. Et je dis à Marc, on peut recruter un gardien si vous me l'imposez, les actionnaires, mais d'abord, moi je laisse un match pour mon numéro 2. Et il fait le match contre je ne sais plus qui, et il est très bon. Donc Marc me dit, écoute, Marc est beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus vigilant que moi. Il me dit, écoute François, tu me fais une shortlist de gardiens, tu bosses comme s'il fallait recruter à la va-vite. Et donc je fais une shortlist, et dans ma shortlist, il y a 3 ou 4 gardiens, dont le numéro 1 est Guillaume Gauquelin. Et le hasard, enfin il n'y a pas de hasard, mais Guillaume est en plus celui qui se débrouille pour passer par 2 ou 3 personnes différentes pour venir vers moi et qui m'appelle. Et je dis à Guillaume Gauquelin, voilà, je ne vais pas te mentir, c'est pas parce que j'étais au téléphone, le hasard, voilà, moi j'étais en numéro 1, mais aujourd'hui j'ai un numéro 2 qui a été très bon le premier match, qui vient d'être très bon le deuxième match. Pour l'instant, je ne cherche pas. Il me dit, écoutez monsieur Keller, je vais vous dire, j'aurais bien voulu travailler avec vous plus tôt et vous avoir comme entraîneur quand j'étais jeune, parce que j'étais dans la situation de votre numéro 2 et on ne m'a jamais donné la possibilité que vous donnez à ce jour-là, et je vous félicite. Donc, c'est une grande classe. Et là, on coupe les ponts pendant 2-3 mois, quoi. Et il y a la première erreur de Zeeman, c'est une erreur de main qui intervient à Mulhouse. Pour moi, Mulhouse, c'est un match qu'on doit gagner. Alors tout le monde, les journalistes, Mulhouse, à la fin du match, putain, on est là, Strasbourg est là, dans le jeu et tout ça. Alors que le contenu du match de Mulhouse, c'est exactement le contenu que j'avais décrit 2 jours avant. Voilà comment on va jouer, voilà ce qui va se passer, voilà comment on va gagner. Et il y a ce coup franc avec cette erreur de main, à mon sens, et cette joie des Mulhousiens qui fêtent le but devant mon banc. Touche. Et donc là, c'est dur. Mais comme toujours, quand tu te comportes pas bien, tu es sanctionné derrière. Et on égalise à 2 minutes de la fin. Joie sobre de notre côté, parce qu'on est le Racing Club de Strasbourg, on fait un partout là-bas, ça me semble logique, ça me semble même sévère, parce que pour moi, ils n'ont pas d'occasion. Mais je ne parle pas de l'erreur de main de Zeeman aux journalistes après le match. C'est un truc que je garde pour moi, parce que je veux que le gardien... Mais ce que je ne sais pas, c'est que le gardien est affecté. Et à partir de là, Zeeman ne sera plus jamais Zeeman, quoi. Voilà, s'il avait fait cette erreur de main dans un autre club en CFA, il n'aurait pas eu de conséquences, mais il le fait au Racing Club de Strasbourg, et il doit jouer à la Méno la semaine d'après. Et la semaine d'après, c'est... Je sais plus qui. Sarre-Union, Isère, je sais plus. Et donc, il y a une succession d'erreurs qui arrivent et qui me font penser, en plus à travers les entraînements, que Zeeman n'y est plus, quoi. Il veut y être, mais la pression est trop grande. Je veux dire, les gens ne s'imaginent pas ce que nous on vit. Je veux dire, j'en discute beaucoup avec mes collègues, et je veux dire,
une deuxième division ailleurs est plus facile qu'une CFA2 à Strasbourg. Vraiment. Pour les joueurs, pour tout le monde. Et donc, je rappelle Guillaume Gauquelin, on se met d'accord, il vient à Noël. J'appelle JP Sabot. C'est rigolo parce que mon premier contact avec JP, c'est je l'appelle, je me présente. Et il me dit, mais on se connaît. Je lui dis, pardon. Ah oui, coach, vous m'avez déjà entraîné. Un grand blanc, je fais semblant de me souvenir, je dis, ah bon, ah oui, j'étais venu à l'essai avec Kevin Gamero au centre de formation, vous m'avez entraîné et Kevin a été pris, mais pas moi. Ouais, j'ai dit, la honte. J'ai vu tellement passer de gamins en 10 ans, je me souvenais pas quoi. Oh la honte. Il me dit oui, je viens de Quevilly, je viens de Chantilly et Jean Guérin m'avait envoyé notre recruteur, celui qui fait du bon boulot avec. Et donc, et c'est là qu'il me dit non mais écoutez, j'ai un très bon souvenir, c'est comme ça, j'ai signé 2 mois après à Marseille, j'étais déçu de pas venir à Strasbourg, mais je garde un bon souvenir de vous, là on peut discuter. Et donc c'est là que j'apprends que Mulhouse est déjà dessus, que l'argent qui lui est proposé, on ne pourra pas le mettre. Parce qu'on ne veut pas fonctionner comme ça sur de l'argent comme ça. Et donc j'essaye de le convaincre de venir à Strasbourg avec son papa, ce qui est assez facile parce qu'il est beaucoup plus sur le projet JP que sur... Et donc à ce moment-là, c'est très compliqué parce que Mulhouse l'appelle tous les jours. Dreyfus l'appelle, il ne sait pas qu'il est chez nous, mais il l'appelle 3 fois par jour. Et nous, on arrive dans ces 2 jours-là à lui montrer qu'on a un kiné, à lui montrer qu'on a un médecin, à lui montrer que la structure elle est professionnelle, qu'on a de super qualité d'entraînement, et donc il fait le choix de signer chez nous. Lui, Guillaume, et donc Yann. Et donc ça me fait un groupe que beaucoup d'entraîneurs auraient eu peur à coacher. Beaucoup d'entraîneurs veulent que 18 joueurs, ou 17, c'est l'idéal. Ils se plaignent un peu, ouais, il me manque un peu de monde, mais en fait, ils sont contents d'avoir 17 ou 18 joueurs plus les gardiens, parce que c'est les meilleures saisons d'entraîneur, c'est quand on n'a que 17 ou 18. Sauf que moi, je me retrouve avec 24, plus 4 gardiens. Et donc là, on commence à jouer un cycle retour où je sais que ça va ou passer ou casser. Parce que quand tu as autant de joueurs que ça, tu as des égos qu'il faut gérer et des mecs dans le vestiaire qui, quand ils sont pas dans le groupe, ils sont pas là pour te faire des cadeaux, on n'est pas dans un club amateur quoi. Et puis on fait le mois de janvier qui nous permet d'y croire. Enfin on fait un super mois de janvier je crois. Je sais plus. Lyon-du-Cher, Grenoble, Sochaux et encore un. À l'extérieur. Et on a 4 victoires. Non, c'est pas à l'extérieur, c'était 3 fois à domicile je pense. Paris 2 qui est reporté. Non, je sais pas. En tout cas, on gagne 3 fois ou 4 fois. Pour moi, c'est la... Ah oui, ouais. Il y a Belfort et on gagne 3 fois en janvier. Donc c'est 4 matchs de suite. Ouais, il y a 3 matchs en janvier qu'on gagne et on va à Paris. Et quand on va à Paris, on fait un bon match. Costaud. Bonne équipe de Paris, on fait match nul. Et en même temps, ce match-là, putain, dans ce match-là, je suis content. Parce que je vois de belles choses et en même temps, à la fin du match avec Marc et Christophe, on se rend compte aussi de nos lacunes. Quoi. Ah putain. Ça va être compliqué. Et là, il y a un mois où on n'a pas de match. Et ce mois-là où on n'a pas de match nous fait du mal parce que à Strasbourg, tu bosses dans des conditions à chaque fois dramatiques. Là, le dehors, sur le terrain, et là, l'effectif se réduit parce qu'il y en a beaucoup qui se pètent. On fait un match amical contre Colmar, on est bien. On fait 0-0. C'est un gros match amical où on prévient personne. Je m'entends bien avec Damien Haute, on prévient personne pour pas que la passion l'emporte sur l'objectif de cette opposition. Quoi. Donc bon, je sais que les gens gueulent un peu, mais il faut aussi accepter parfois de faire les choses et que les gens gueulent parce que tu peux pas faire plaisir à tout le monde. Mais là, on fait un bon truc. Et arrive le match de Nancy. Et quand on va à Nancy, on est bien. On a super bien bossé la semaine, on est bien, à l'échauffement, on est bien. Et on fait un match de merde. Quoi. Et quand tu es coach, tu sais pas pourquoi. Synthétique. Ouais, mais je voudrais dire oui, mais c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai vu quelques matchs du Racing sur synthétique. Non, on en a vu. Écoutez, convaincant. Hein. En tout cas, je peux vous dire que François Keller, depuis 2 ans qu'il entraîne sur l'équipe première, il n'a pas gagné un match sur synthétique, ça le fait chier. Alors que moi, j'ai toujours joué sur synthétique avant, quand j'étais au centre. C'est des choses
Ça pose pas de problème. Mais là, bon, et on perd à Nancy. Et le contenu nous fait mal, quoi. Là, avec Marc, on se pose énormément de questions, énormément. Et je sais pas quel match je suis là. Il aurait fallu que je prenne la liste des matchs. Je crois qu'on joue à domicile contre eux. Tout le monde a perdu. On a perdu un peu le... Ouais, mais en tout cas, derrière, on réagit, quoi. On réagit en commençant une série, il me semble, de victoires à domicile, match nul à l'extérieur. Victoire à domicile, match nul à l'extérieur. Victoire. Et ça, tu rattrapes pas le retard, quoi. Et on a du retard. Et arrive le match de Monceau, qui pour moi est le premier match d'une super série. Alors pourquoi vous me dites ça? Parce que je trouve qu'à Monceau, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose à l'hôtel la veille. Il s'est passé quelque chose le jour du match. Et il s'est passé quelque chose après le match. C'est un match où on s'est fait voler. C'est un match où on n'a pas été bon en première mi-temps, on s'est fait bouger. C'est un match où on a bien réagi en deuxième mi-temps et c'est un match qu'on nous a volé, quoi. C'est un match où Sabo s'est fait insulter. C'est un match où les gens se sont mal comportés. C'est un match où l'arbitre nous a volé, quoi. L'arbitre nous a volé, le juge de touche nous a volé, on se sent violé. On se sent violé et moi je monte dans le bus et j'ai Marc au téléphone et ça chauffe parce que on n'est pas dans les clous, quoi. Donc Marc est très dur, d'autant plus qu'il n'a pas vu le match, d'autant plus que les journaux locaux sont très durs avec nous. Et moi je trouve ça injuste, quoi. Et à ce moment-là, ce match-là joue le rôle de fédérateur. Fédérateur, oui. Et donc, je ne sais plus quels sont les matchs qui suivent derrière, j'ai plus le listing en tête, mais. Et derrière, on réagit. Et on va à Alfortville, où on fait que match nul, malheureusement. Bon, il rate un penalty, heureusement, mais un match où pendant la première demi-heure, on a été très bon, mais pas le deuxième. Et derrière, le match devient n'importe quoi. Et on va à Auxerre et on gagne. Et à Auxerre, on gagne. Et on gagne comme on veut gagner, quoi. À Auxerre, on est costaud. Auxerre nous remet dedans. Et là arrive le match de Mulhouse. Et le match de Mulhouse, je sens mes joueurs crispés. Dans toute la journée d'avant-match, je sens mes joueurs dans l'événement, plus que dans le jeu, quoi. Je vois les joueurs de Mulhouse avant le match, je les sens libérés. Aucune pression, ils n'ont rien à perdre. Et je vois les miens plus sous pression parce qu'il y a 20 000 personnes et qu'ils ont peur de décevoir que ceux d'en face. Et ça se traduit par cette première mi-temps où on se fait bouger, chahuter. Mais quelle deuxième mi-temps, quoi. Et la deuxième mi-temps est magnifique. Et à la fin du match, on a la sensation d'avoir gagné ce match-là. Et Mulhousien aussi. Ouais, paradoxalement. Mais ouais, paradoxal. Alors, ouais, chacun son analyse. Ils avaient aussi la sensation de s'être fait voler sur le match aller. Ils ont la sensation là alors, la stratégie n'est pas la même. En tout cas, nous, on est très contents et frustrés parce qu'on avait la sensation de devoir gagner. Il y a le centre en retrait de Pacho pour Yann Bénédicte. Bon, en tout cas, on est sur du positif, pas au niveau comptable, mais petit à petit, voilà. Et là arrive 3 jours après le match qui aurait jamais dû arriver 3 jours après, quoi. Qui avait été reporté. Pour moi, l'équipe la meilleure de ce championnat. Pour beaucoup d'entraîneurs d'ailleurs. Hein. Ouais. Moulin avait Voilà, été la meilleure, citée ouais, nombreuses fois. la meilleure, la plus rapide chez nous. Et 3 jours après un match qui, au niveau de l'activité mentale, t'a pris le plus de peps. Le match le plus dur intervient 3 jours après le match que tu as attendu depuis 1 an, que tout le monde en parle. Et il se passe un match qui se goupille mal. On est de nouveau dans une période putain difficile, carton rouge. Et là, par contre, 1-0. Je pense qu'on réagit bien derrière. On a 2-3 situations. On a un juge de touche qui, pour des raisons que je sais, est contre nous, logiquement, qui signale pas un penalty sur David Ledy en première mi-temps et qui signale pas un hors-jeu sur le deuxième but de Moulin, le deuxième but qui nous tue, quoi. Alors on prend une fessée. J'ai la DTN qui est dans la tribune parce que je passe mes examens le lendemain sur la méno. C'est une soirée où j'ai dormi à la maison. Il faisait froid, sans couette et en transpirant parce que j'avais crise d'angoisse toute la nuit parce que
Ouais. Parce que je suis obligé d'assumer seul, quoi. Enfin seul. Ma direction, il n'y a pas de souci, tout le monde est avec moi, mais je le vis personnellement, quoi. Les blessures, les suspensions, finalement, vous ont amené à introduire un certain nombre de jeunes. Ouais, voilà. Et ça a été le match, j'allais dire. Iser. Iser a été le déclic du. Alors, déclic de la à ce fin moment-là, du on ne sait championnat. pas qu'il nous faut 6 victoires et un nul. Et je sentais que les gens, à chaque fois qu'ils croisaient notre bus, ils faisaient presque le signe de la croix, quoi. On était morts. On allait à l'abattoir. Et la seule ambition que j'avais à ce moment-là, c'était de me dire, il faut qu'on meure le plus tard possible. Il faut qu'on gagne à Iser parce qu'on ne peut pas, Racing Club de Strasbourg, pour les supporters, pour tous les gens qui nous supportent, sortir le premier, je ne sais plus à la date, mais le premier des 6 qui sont en course pour la montée, quoi. Et en perdant à Iser, c'était fini. Et donc, on sort un gros match, solidaire. On est, comme j'aime, efficace, joueur au début, efficace, et une fois qu'on a été efficace, on est à l'extérieur, on ferme la boutique. Et on revient en ayant le sentiment vraiment du... C'est la première fois, je dis pas qu'on... C'est la première fois que j'avais des sourires sur le visage, comme si on venait de gagner une coupe, quoi. On avait gagné une coupe, on avait le droit, c'est ça notre coupe, on avait le droit de gagner une semaine de travail sans être attaqué dans les journaux parce que le championnat était fini, quoi. Et par la suite, donc, vous avez éliminé progressivement chacun de vos concurrents, comme un jeu de quilles, un après l'autre. Deuxième Guillaume match. Bucher, vous avez non seulement battu Léon Duchère, mais vous avez également condamné Eric Quichard dans la foulée. Ouais, bon, ça c'est indépendant de notre. Oui, bien sûr. Grenoble, et en définitive, Raon l'étape. Ouais. Gros match. Ouais, On a beaucoup alors parlé. pour moi, Raon, si on a encore un peu de temps, le match, donc je passe, parce que je parle de trop, tous les matchs précédents, il y a Grenoble qui est fort en intensité, on arrive au match du PSG, match le plus difficile. Parce qu'en face, tu as un joueur qui a déjà donné son accord à Raon qu'en cas de montée, il allait les rejoindre. Ah d'accord, oui. Tu as une équipe en face qui est joueuse, et tu as une équipe qui n'est pas un centre de formation, et toi, tu as un ensemble de choses, la presse, l'opinion, qui te dit que ouais, match nul, ça peut suffire, et peut-être même en perdant, de toute façon, les autres ne gagneront pas à Chasselet. Tout ce que j'aime pas, tout était prêt, tout était en place pour que ça s'arrête là et que ça se plante. Vous imaginez, on sort contre le PSG du championnat. Pouah. Ah, c'est terrible, faire tout ça pour ça. Et en fait, l'équipe m'impressionne parce qu'elle fait le match qu'il fallait dans le contenu. Elle n'est pas récompensée sur les nombres de cases par le nombre de buts qu'il aurait fallu. Et elle m'énerve à 10 minutes de la fin. Elle joue comme des jeunes de 15 ans quand elle veut absolument marquer ce deuxième but alors qu'il fallait défendre pour ne pas prendre de but. Bon, voilà. Mais on a fait le taf. À la fin du match, on monte en national. À la fin du match, le PSG, on monte en national. Parce qu'il nous reste un match à Raon. Ça fait 2 mois qu'on joue chaque match pour avoir le droit de jouer une finale à Raon. Ça fait 2 mois que Raon est persuadé que ça ne se jouera pas sur le dernier match. Si ça doit se jouer avec quelqu'un, ce ne sera pas avec Strasbourg, ils sont morts. Et nous, on a le droit de jouer ce match-là. C'est-à-dire que Lyon, Mulhouse, Grenoble, Moulins, tout le monde pensait jouer la finale avec Raon. Et c'est l'équipe qui était morte qui a le droit de jouer la finale. À ce moment-là, on va gagner un. C'est impossible que tout se passe comme ça et qu'on ne gagne pas à Raon. Pour moi, on est en national. Je ne peux pas le dire, je ne le dis à personne, je ne le dis pas à ma femme. On est en national. On ne peut pas aller à Raon et perdre. C'est impossible. C'est impossible. Ça fait 3 semaines, je le sais de source sûre, qu'ils ont budgétisé, qu'ils ont fait le recrutement, qu'ils ont tout fait pour la nationale. Nous, on a tout fait pour la CFA. Et on a le droit, sur un match, de pouvoir monter avant eux. Ils ont la possibilité, sur un match, de tout perdre. Ils ont fait une saison extraordinaire. Partout c'est écrit, partout c'est dit, et je l'encourage même. Mais sur un match, ça peut servir à rien. On va gagner là-bas. On gagnera là-bas. On peut jouer à 5, on peut jouer à 8 clos, on peut jouer avec les maillots sur les yeux. On va gagner à Raon, c'est impossible de perdre. C'est marqué, c'est inscrit. C'est inscrit. Et là, tac, ça se goupille mal pendant la semaine. J'apprends que le match est délocalisé parce que
Je pense que Séché a une responsabilité sur la volonté de mettre le moins de monde dans le truc, en pensant que ça se jouerait chez lui, mais avec un peu moins de monde. Et bam, ça se retourne contre eux, le match est délocalisé, et tout le monde pense que c'est délibéré pour nous. Et là, ça m'échappe. Et là, j'ai peur. Et là, je suis dégoûté. Parce que je me dis, on était en national, on n'y est plus. C'est-à-dire que Raon, qui avait tout à perdre, se retrouve dans la peau du petit qui se fait avoir parce qu'il est obligé de jouer un match délocalisé. Victimisation. Voilà, je veux dire, j'imagine bien que les joueurs de Raon ne savaient pas toute la logique du report du match. Et j'ai été joueur, eux, ils sont victimes. Le rapport de force a complètement changé. Tout ce qui était vrai la semaine d'avant, tout ce qui était vrai qu'on avait préparé depuis 2 mois, tombé à l'eau, c'est un autre match, une autre finale, une équipe en face qui sera dans l'injustice. Et nous, aux yeux de toute la France, le méchant, quoi. Et là, moi, j'ai 2-3 jours de doute, parce que je me dis, merde, c'était gagné d'avance, et là, c'est perdu d'avance, quoi. Et donc là, je me dis, il faut absolument enlever toute cette logique-là. Il faut que je parle aux joueurs. Donc, quand je réfléchis comme ça, je ne le dis pas aux joueurs. Et donc, je dis aux joueurs, je les martèle, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Le discours que je fais passer, c'est toute la semaine. Les gars, la semaine qui précède le match, les gars, Lyon, Mulhouse, Moulins, Grenoble donneraient tout ce qu'ils ont, tout. Ils donneraient de l'argent pour avoir le droit de jouer sur un match la possibilité que vous avez de monter en national. Sur un match, tout le monde, sur un match, voudrait avoir la possibilité qui vous est offerte. Et comme ça, on en arrive à ce match-là qui est indécis et qui reste un super souvenir avec. J'aurais préféré que ça reste 2-0 parce que je pense que si ça reste 2-0 et qu'on ne marque pas le 3e, on ne prend pas de but. Ça, c'est sûr et certain. Et quand on marque ce 3e but, j'aurais voulu pouvoir profiter pendant 5 minutes enfin dans la saison en regardant le public et tout ça. Vous n'avez pas réussi à être relax. Et en fait, je veux dire, les 10 dernières minutes sont à l'image de la saison, quoi, stressantes et puis il y a le coup de sifflet final et c'est monté en national. Merci François Keller. Merci à vous. Merci, moment de passion, moment d'émotion aussi. Et bon vent pour le recrutement. Ouais. Encore du travail avant les vacances. Ouais. Et bien à la saison prochaine. Merci à vous. Merci.